Septembre 1429, où est-ce que nous en sommes dans le destin de Jeanne? Eh bien, il y a la légende et il y a la vérité. La légende, c'est quoi? Ben, c'est celle sur laquelle j'ai vécu pendant 30 années. À savoir que la situation française était catastrophique en 1429, que tout à coup il y a une héroïne inspirée de Dieu qui a surgi du côté de Don Rémy, qui est venu se proposer à Chinon, l'a accueilli à bras ouverts. Ça a été la délivrance d'Orléans, ça a été le sacre du roi, c'est-à-dire une Jeanne qui est au pinacle de la gloire. Malheureusement, elle connaîtra un échec devant Paris, elle connaîtra un autre échec devant la Charité-sur-Loire, elle se précipitera de nouveau au combat à Compiègne, elle sera prise, elle sera mise en procès, elle sera brûlée. C'est une espèce d'étoile filante qui se termine par un embrasement. Ça, c'est la légende, la légende, oui. La vérité, c'est que Jeanne est arrivée accueillie difficilement à Chinon. C'est qu'on l'a utilisée comme fétiche, pas du tout comme chef militaire pour Orléans, que dès son succès d'Orléans, elle a commencé par paraître fâcheuse et encombrante au roi, qu'on n'a pas cessé de la surveiller, de la mettre à l'écart, qu'à Reims, on l'a mise le plus loin possible des grandes personnalités, et que dès Reims, on en avait par-dessus la tête, et qu'on avait résolu de se débarrasser d'elle. On a tenté de se débarrasser d'elle devant Paris, j'en suis convaincu, on va retenter l'opération bientôt, et ça sera le désastre de Jeanne. Voilà la vérité, voilà comment ça se présente. Et bien maintenant, à partir de septembre 1429, qu'est-ce qui va s'ouvrir dans le destin de Jeanne? Il va s'ouvrir 8 mois que j'appellerai une crépusculaire, enfin des mois prémortuaires. 8 mois, ça compte, hein? Parce que si vous faites le calcul de ce que j'ai appelé sa vie publique, c'est-à-dire le moment où elle est dans l'action, il y a 2 étapes extrêmement nettes. Il y a d'abord de Chinon à Reims, si vous voulez, oui, c'est ça, de Chinon à Reims, ça fait quelque chose comme, ou à Paris, mettons, ça fait 7 mois, hein? Et puis maintenant, de Paris à Compiègne, puisque c'est devant Compiègne qu'elle va être capturée, ça fait 8 mois. Donc la période qui s'ouvre devant nous et que je vais traiter d'une seule fois, c'est une période dans laquelle il n'y a presque rien, avec beaucoup d'obscurité. L'état d'esprit de cette pauvre petite-là, quand elle est arrivée avec le roi, revenant des tentatives devant Paris, quand elle a assisté au licenciement de l'armée royale, c'est fini, on ne se bat plus. C'est à Gien que le roi, les 21 et 22 septembre, a dissous son armée. Allez, on renvoie les mercenaires, il y a assez longtemps que ça lui coûte cher. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Tichera, dans ce livre très remarquable qu'il faudrait rééditer aujourd'hui, qui s'appelle Nouveaux aperçus sur Jeanne d'Arc, 1850, a une phrase rude, mais que je crois véridique, où il dit elle était cette fille abreuvée, dit-il, abreuvée de peine et de dégoût. Peggy, qui a écrit des choses plus ou moins raisonnables sur Jeanne, en a écrit au moins une, extrêmement raisonnable, tout à fait à la fin de sa vie. C'est dans sa note conjointe sur la philosophie de M. Descartes, une note conjointe que Peggy n'a pas pu terminer. Il l'écrivait au début de l'année 1914. Le texte est coupé, interrompu, suspendu par la mobilisation, et Peggy ne le reprendra pas puisqu'il va être tué. Eh bien, dans ce très beau texte, cette note conjointe, il y a ceci. Jeanne, disait Peggy, était venue vers un roi de chrétienté. Elle avait trouvé un roi homme d'affaires, un roi de courtage. Elle avait cru voir en Charles VII un roi chevalier, elle avait découvert un roi commerçant. Elle avait salué en Charles VII un roi mystique, elle s'apercevait qu'elle était en présence d'un roi politicien. Avec chez lui, dit Peggy, la profonde et orgueilleuse ingratitude et le ressentiment inexpiable du riche envers le pauvre à qui il doit quelque chose, et même tout. Et Peggy disait, ça c'était la plus grande détresse secrète de sa vie, son point de douleur et de catastrophe. Ben, je crois qu'il dit vrai, Peggy. Il a parfaitement compris que la malheureuse petite Jeanne, à l'automne 1429, c'est quelqu'un de très malheureux. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur elle à ce moment-là? Oh, ben, bien peu de choses. On ne sait guère ce qu'elle a fait. Elle était naturellement à la dissociation de l'armée. Elle était là les 20 et 21 septembre. Elle a le cœur crevé, probablement. Puis on va la retrouver pendant à peu près tout le mois d'octobre, on n'a pas de date précise, à Bourges. Elle habite chez madame, la veuve Tourould, madame la Tourould, comme on disait. Et il y a un document contemporain assez amusant qui dit « Jeanne allait beaucoup avec la Tourould aux bains et aux étuves ». C'était très à la mode à ce moment-là, les bains publics, les étuves publiques. Au XVe siècle, c'était une période fort dissolue, oui, mais où du moins on se lavait. Alors que plus tard, à la cour de Versailles, enfin chez Louis XIV, personne ne se lave. C'était pestilentiel, vous savez, Versailles, c'était quelque chose d'irrespirable. Alors les gens s'enduisaient de parfums pour essayer d'éviter les odeurs, mais il y avait une haine de l'hydrothérapie. Ça n'existait pas au XVe siècle. Alors Jeanne, elle est tout le temps fourrée avec son amie la Tourould aux bains et aux étuves. On ne la voit pas souvent comme ça. Hein. Et justement, il faut substituer, c'est tout mon effort, une Jeanne concrète à la Jeanne légendaire. Eh bien, il y a aussi une chose importante à vous dire, c'est qu'elle est contente, malgré tout, d'être bien habillée. Jeanne, maintenant, c'est quelqu'un, vous savez. Elle est mal vue à la cour, elle est en résidence surveillée, mais elle est un personnage de la cour.
Alors il faut qu'elle soit bien habillée. Et on lui a payé de très belles robes. Il y avait celle que je vous avais décrite, que le Charles d'Orléans, le duc d'Orléans lui avait fait faire, en fine Bruxelles cramoisie avec sa petite huque en verre perdu. Et nous savons par le procès, je vais vous le dire, qu'elle aimait beaucoup les beaux vêtements. Figurez-vous que dans ces 70 articles, je vous raconterai ça bientôt, les 70 articles d'accusation que l'on va déverser contre elle au procès, il y a l'article 13. Jeanne se fit voir maintes fois, parée d'étoffes précieuses, d'or et de fourrure. Article 55. Jeanne fit tourner sa prétendue mission surnaturelle en luxe temporel et en profit, car elle a acquis grand nombre de richesses, grand appareil et grand état. Quand on lui déverse une accusation sur la tête, la plupart du temps, il crie, il proteste, il dit « c'est faux, c'est pas vrai !» Elle est restée complètement silencieuse. Quand on lui a parlé de ses fourrures, des étoffes d'or, et de ce grand appareil, et de ce grand état, parce que c'est vrai. Il faut bien se rendre compte qu'à l'automne 1429, nous avons devant nous une Jeanne extrêmement brillante. On sait qu'elle aimait les chevaux, il y a Perceval de Boulainvilliers qui a laissé une note sur elle, disant elle aimait les très belles armes, c'est pour ça qu'elle portait sa petite hache de parade. Elle aimait les beaux chevaux, au point que le roi lui en avait payé d'admirables. Le roi lui donnait de l'argent, vous savez ça, c'était pas difficile, il lui donnait pas de considération, mais de l'argent. Il lui a acheté en août et septembre, et nous sommes maintenant là, en août et septembre 1429, il lui a acheté d'abord un cheval de 38 livres, ce qui est déjà pas mal, et un autre cheval qui coûtait 137 livres, une fortune. Donc c'était pas que le cheval qui coûtait ça, simplement c'était le caparasson. Certainement on lui a donné un cheval de très grande parade. En plus, on possède maintenant les comptes royaux, et on voit que pendant les mois d'août et septembre, le roi lui a donné 234 livres plus 13 ducats d'or. Et quant au procès, les gens lui diront, mais vous aviez de l'argent, Jeanne. Il dira, oui, j'avais à peu près 10 à 12 000 livres. Mais 10 à 12 000 livres, c'est une fortune à l'époque. Savez-vous que le chancelier de France, c'est-à-dire le premier personnage, celui qui est le plus payé, touchait 4 000 livres par an? Eh bien, Jeanne avait une petite fortune, elle avait fait un magot de 10 à 12 000 livres. C'est une personne considérable, il faut bien vous en rendre compte. Et elle s'ennuie tout de même, vous savez, elle a mauvaise conscience. Elle est contente d'être bien habillée, vous savez, tout le monde n'est pas une si bonne veille, on peut avoir une grande passion religieuse et en même temps ne pas préférer s'habiller comme une pauvresse, comme faisait Simone Veil. Mais enfin, elle a mauvaise conscience parce qu'elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour se promener à travers les rues dans ses costumes splendides, ni non plus pour aller tout le temps aux études. Elle est en résidence surveillée, je vous l'ai dit, mais enfin, elle voudrait bien faire quelque chose. Elle dit, j'ai même ma mission, personne n'y croit plus à sa mission. Alors voilà que brusquement, semble-t-il, fin octobre, au début novembre, on va décider de l'employer. Et là encore, je suis bien perplexe sur cet emploi de Jeanne. Comment l'employer? Elle avait demandé à se battre avec d'Alençon. D'Alençon était reparti du côté de ses États, enfin ses propriétés, vous voyez où c'est près de la Normandie. Il en avait gros sur le cœur à l'égard des Anglais, et il avait dit au roi, mais moi je pourrais bien me battre dans cette direction, ça ne gênera pas les négociations, les permanentes négociations avec Philippe le Bon, puisque maintenant on est en trêve avec Philippe le Bon. Si je me bats avec les Anglais, c'est pas grave. Le roi avait dit, écoutez mon ami, faites ce que vous voulez, mais je vous interdis d'employer Jeanne. Jeanne, elle doit rester là, surveillée, sous notre botte. Bon. Elle n'a pas pu aller en Normandie se battre. Il y a Lahire qui va continuer à faire avec ses affreux, avec ses routiers, un certain nombre d'opérations personnelles. Jeanne n'en est pas. Et fin octobre, on lui dit, ah, il y aurait quelque chose pour vous. Vous bouillonnez, ça vous avez toujours envie de vous battre. On va vous envoyer à Saint-Pierre-le-Moutier et à La Charité-sur-Loire. Qu'est-ce que c'est que ça, Saint-Pierre-le-Moutier, La Charité-sur-Loire? C'est même pas dans les États de Philippe le Bon. D'abord, pas question, on est en état de trêve avec Philippe le Bon. C'est pas non plus une affaire anglaise, c'est quoi? Eh bien, c'est une espèce de pirate local qui s'appelle Périnet-Gressart. Périnet-Gressart, il y en avait pas mal, vous savez, à l'époque, des gens qui se sont établis sur un petit coin par la terreur et qui font des raids, des razzias autour d'eux. Il avait même fait une razzia contre le roi de Bourges, le pauvre petit roi de Bourges, il y a quelques années, ce Périnet-Gressart, qui a deux forteresses à lui, Saint-Pierre-le-Moutier d'une part et la Charité-sur-Loire d'autre part. La Trémouille en veut beaucoup à ce Périnet-Gressart. Pourquoi? Parce qu'en 1425, lorsque lui, la Trémouille, se rendait auprès de Philippe le Bon, il avait été arrêté, capté en route par le Périnet, qu'il avait mis sous clé, et qu'il n'avait lâché que contre 14 000 ducats d'or. La Trémouille, c'est un usurier, il est très près de ses sous, ça lui est resté sur le cœur d'être obligé de donner 14 000 ducats à cet individu de la Charité-sur-Loire. Alors on dit, ben, on va utiliser Jeanne contre Périnet-Gressart. C'est assez ridicule. Ben, Jeanne, elle sert à autre chose qu'à limiter les dégâts de quelques individus, de quelques particuliers. Et elle a dit à ce moment-là, elle dit au procès, moi personnellement, j'aurais bien voulu aller en France. Et dans mon premier exposé, je vous ai dit, vous voyez que pour Jeanne, France égale Île-de-France, puisque la Charité-sur-Loire, qui est en pleine France aujourd'hui, pour elle, c'était pas la France. Elle y va. Dans quelles conditions?
Eh bien, il va surveiller d'abord. Jamais elle n'est chef de guerre, vous savez. Alors, le premier coup à Orléans, c'était Dunois qui la surveillait, qui la commandait. Dans la campagne de Loire, c'était d'Alençon qui la commandait. Et cette fois, c'est le sire d'Albret qui va la commander, qui va la surveiller. Qui est le sire d'Albret? C'est le demi-frère de la Trémouille. Le roi ne va à peu près rien donner. Voyez-vous, j'ai l'impression que tout ça s'est passé entre la Trémoille et Jeanne. La Trémoille a dit à Jeanne, vous brûlez de nous rendre service, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez nous débarrasser de ce Périnet-Gressard. Alors, elle y va. Et elle manquera terriblement, et de munitions, et d'argent, et d'hommes, puisqu'on lui voit écrire successivement 4 lettres, il y en a peut-être d'autres, mais on en possède 4, des lettres de mendicité que cette malheureuse Jeanne, et même son supérieur d'Albret, sont obligés d'écrire à diverses municipalités, à Bourges, à Clermont, à Rion, ou encore, attendez, Bourges, Clermont, Rion et Orléans. À Bourges, elle demande même 1400 livres qu'on ne lui donnera pas. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'après, on ne sait pas combien de temps, mais environ 1 mois de combat inutile, elle va être obligée de plier bagage, de se retourner, de revenir piteusement, réellement piteusement. C'est une humiliation pour le roi. Le roi n'est pas capable, avec une petite troupe, d'enlever les possessions de ce Périnet-Gressard qui n'est qu'un tyranno local. Eh bien oui, le roi a arrêté les frais. Vous savez, mon idée derrière la tête, c'est que le roi, pour la seconde fois, comme il l'avait fait devant Paris, a essayé de faire, comme on dit, tomber Jeanne au champ d'honneur. Il en a par-dessus la tête de Jeanne. Il ne peut pas s'en débarrasser d'une manière visible et ouverte. Mais si Jeanne se fait tuer pour son service, eh bien tout est parfait. Et puis il prend un certain remords, il dit, ben non, il n'y a pas moyen, on ne peut pas la tuer, qu'elle revienne. Elle revient, fort triste, évidemment, et puis voilà qu'une seconde avanie va lui tomber dessus. Frère Richard, je ne sais pas si vous dites quelque chose, Frère Richard, c'était ce très curieux religieux qui était apparu devant Jeanne, devant Troyes. Il sortait de Troyes, il était déjà venu se réfugier de Paris à Troyes parce que les Anglais et les Bourguignons se méfiaient de lui. Et depuis qu'il s'est agrégé au roi, au cortège royal, il ne cesse pas de mettre ses pas dans les pas de Jeanne. J'ai l'impression du que ça doit aller très mal entre lui, ce religieux, la Frère Richard, et Pasquerel, Jean Pasquerel, qui s'était constitué depuis Chinon le chapelain personnel de Jeanne. Toujours est-il que dans l'hiver 1429-1430, ce Frère Richard invente de jeter, si je puis dire, dans les jambes de Jeanne, une inspirée rivale. Il a découvert, lui, Frère Richard, une fille qui s'appelle Catherine de la Rochelle. Et cette Catherine de la Rochelle déclare qu'elle est en communication céleste, comme Jeanne, mais qu'elle, ses rapports particuliers sont avec la Sainte Vierge. Elle appelle ça la Dame Blanche, et elle dit que la Dame Blanche lui a donné des instructions, de doubles instructions. Premièrement, oh, rien contre Jeanne, bien sûr, on adore Jeanne. Mais elle, Catherine, se propose de faire des quêtes à travers la France pour trouver de l'argent pour le travail de Jeanne et pour le travail du roi. 1. 2. Elle dit d'autre part, il faut s'arranger surtout avec Philippe le Bon, avec le duc de Bourgogne. Vous savez que c'est tout à fait dans la ligne de la Trémoille et du roi, ça et d'Oriot de Chartres. Se battre le moins possible avec Philippe le Bon, travailler en douceur et du côté de la diplomatie. Or, Jeanne est absolument convaincue que Philippe le Bon est un traître, elle dit la fausse Bourgogne, quelqu'un qui a signé avec nous une trêve fictive, dès la fin de la trêve il nous tombera dessus, et pour arriver à la paix, dit-elle, avec Philippe de Bourgogne, c'est au bout de la lance qu'on obtiendra cette paix. Pas du tout, disait Catherine de la Rochelle, au contraire, il faut s'entendre aimablement avec ce Philippe. Jeanne se méfie horriblement de cette fille et de ses visions de la Sainte Vierge, et elle la met au pied du mur. Elle lui dit, je voudrais bien la voir, moi aussi, la Sainte Vierge. Oh, qu'est-ce que cela ne tienne, dit Catherine de la Rochelle, vous n'avez qu'à dormir dans ma chambre, dans mon lit même, et vous allez voir, elle va venir. Alors, 2 nuits de suite, Jeanne passe la nuit avec Catherine de la Rochelle, et elle s'endort la première nuit, la pauvre petite. Alors, le lendemain, Catherine de la Rochelle est folle de joie, elle dit, ah, vous avez dormi, moi j'ai vu la Sainte Vierge. Alors, la nuit suivante, Jeanne se pince, s'en fait se mettre dans tous ses états, lutte contre le sommeil pour garder les yeux ouverts, elle passe toute la nuit à veiller, difficilement, pas de Dame Blanche, pas de Sainte Vierge. Alors elle a compris, elle se dit la fille travaille dans l'imposture, et elle va la dénoncer au roi, elle va écrire au roi, elle le voit de moins en moins le roi. Elle lui écrit une petite lettre où elle lui dit, mes voix m'ont fait savoir que tout ce que raconte Catherine de la Rochelle n'est qu'imposture, folie et néant. Vous imaginez la colère de Frère Richard. Elle dira au procès, quand elle racontera l'histoire, le Frère Richard fut très irrité, je crois que vous pouvez traduire, le Frère Richard est fou furieux. Il y a donc un ennemi de plus que s'est fait Jeanne. Les gens, voyant que Jeanne, 2 fois de suite, a eu un échec devant Paris, échec devant la Charité-sur-Loire, commencent à murmurer autour d'elle ce que Regnault de Chartres répandait depuis le début, en fait de mission céleste, ça va mal. Voilà 2 fois qu'on la charge de quelque chose et qu'elle ne réussit rien. Son auréole est en voie de désagrégation. Alors le roi va faire à ce moment-là, nous sommes en décembre 1429, un geste inattendu, surprenant. Il va anoblir Jeanne, cette petite roturière, enfin cette fille qui sort du fumier, comme disait Jacques Gélu.
On va en faire une aristocrate, une noble. Je suis convaincu que c'est pas Jeanne qui l'a désiré. Vous savez, je vois là-dedans les frères. Les frères sont là derrière, surtout Jean et Pierre, qui sont des petits parasites que nous avons vus, et qui doivent se dire, on va obtenir quelque chose de sérieux en quittant notre retour et en devenant des nobles. Le fait est que le roi va faire des lettres d'anoblissement. Il y a quelque chose d'intéressant dans ces lettres d'anoblissement, qui corrobore ce que je vous avais raconté la première fois sur le nom de Jeanne. On ne sait pas son nom, hein. C'est Tar, c'est Dar, on ne sait pas. Le roi va faire du roscrime, mettez ce que vous voudrez, et dans la pièce originale, Jeanne est appelée Day, D-A-Y. Et bien voilà, Jeanne Day, pas seulement elle, mais toute la famille, c'est pour ça que je soupçonne les frères Day derrière, toute la famille est anoblie. Il est évident que dans l'optique de la cour, c'était considérable d'anoblir quelqu'un, hein. Ça c'était du sérieux, la fille était écrasée, ne sortait plus de son bourbier. Ça me fait penser misérablement à l'histoire du curé d'Ars et de Napoléon III. Je ne sais pas si vous vous rappelez que Napoléon III a décoré le curé d'Ars, il lui a donné la croix de la Légion d'honneur. Je vois pas bien le rapport qui peut exister entre la sainteté du curé d'Ars et une croix de la Légion d'honneur. Mais nous sommes entre réalistes, vous savez. La croix du Christ, ça c'est pas sérieux. La croix de la Légion d'honneur, ça c'est valable, hein, c'est positif. Toujours voilà que Jeanne est décorée, plus exactement anoblie. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle en est tout de même assez fière, assez contente. Ça la change tellement de son milieu originel. Et ce qui me fait croire qu'elle y attache d'importance, c'est les grandes fêtes qui vont avoir lieu dès que ça aura été public, dès que les lettres ont été patentes, au milieu de janvier 1430, 2 jours de fête en son honneur à Orléans, et elle y va. La municipalité d'Orléans est très fière de voir que Jeanne, qui a délivré la ville et maintenant de l'aristocratie, et les comtes de la ville d'Orléans nous apprennent que pour les 19 et 20 janvier 1430, les festivités vont comprendre une dépense de 6 livres et 12 sols pour 6 chapons, 9 perdrix, 1 faisan, 13 lapins, 52 pintes de vin. C'est pas Jeanne qui va boire les 52 pintes de vin, il faut penser qu'elle est arrivée avec son petit état-major, le mot est peut-être inexact, avec sa petite maison personnelle. J'ajoute que les comtes marquent aussi et 29 sols pour un pourpoint à son frère Jean. Il ne s'oubliait pas, il réclamait toujours des petits avantages. Où en sommes-nous pour la politique générale maintenant? Qu'est-ce qui se passe du côté de Philippe de Bourgogne? Philippe de Bourgogne est un monsieur qui hésite à ce moment-là. Il se dit, qu'est-ce que veulent faire les Anglais? Qu'est-ce que va faire Charles VII? Le vent a tourné. C'était évident que depuis le siège d'Orléans, la délivrance d'Orléans, le vent maintenant souffle du côté, enfin en poupe, pour le Charles VII. Mais d'autre part, il ne veut pas se brouiller avec les Anglais. Et vous vous rappelez aussi que par une disposition vraiment scandaleuse, oui, de la trêve du 28 août, il avait le droit, Philippe le Bon, de s'emparer de la ville de Compiègne, dans laquelle le roi avait fait une entrée solennelle le 19 août. C'était incroyable de la part du roi d'avoir lâché comme ça tous les passages de l'Oise et de ne pas concevoir que des gens qui revenaient vers lui pouvaient être scandalisés, d'être reversés à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire, Philippe le Bon? Il ne va pas y aller à Compiègne. Il pourrait prendre la ville, il a le droit. La trêve lui donne le droit de s'emparer de la ville. Mais comme les gens de Compiègne ne sont pas d'accord, et qu'ils ont dit, nous, on ne veut pas être bourguignons, on veut rester du côté de Charles VII, il ne va, pour l'instant du moins, pas user des moyens de force. Il le pourrait, je vous le répète, d'une manière légale, il faudrait qu'il se batte, il n'a pas envie de se battre, mais il tient toujours la balance égale entre les Anglais et les Français. Il faut dire qu'à ce moment-là, Philippe le Bon est occupé de d'autres questions que de politique, il est très occupé d'un nouveau mariage. Un chroniqueur, pourtant chroniqueur bourguignon, donc favorable à Philippe, dit « il était durement lubrique ». J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est son 3e mariage, il les prend de plus en plus jeunes, cette fois c'est Isabelle de Portugal qu'il va épouser, et cette Isabelle de Portugal, qui est charmante, elle a une suivante, enfin comme on dit, une dame d'honneur encore plus charmante, qui s'appelait Guillemette Marie Guillet, et qui était très remarquable par sa toison d'or. Elle avait des cheveux magnifiques, au point qu'on l'appelait Madame d'or. Et quand on se rappelle qu'à ce moment-là, justement, Philippe le Bon va créer cet ordre, cette grande distinction bourguignonne, qui est l'ordre de la toison d'or, on murmurera beaucoup que c'est en l'honneur de sa nouvelle maîtresse. Bien. Ça, c'est des affaires privées. Grand mariage à Bruges, des solennités inouïes, une dépense fastueuse au début de janvier 1430. Mais avant et après, il va se passer 2 choses politiques d'une grande importance. D'abord, le 13 octobre, le régent anglais, Bedford, qui surveille du coin de l'œil de Philippe et qui se dit « mais qu'est-ce qu'il veut faire, Philippe, exactement? Enfin, quelle est sa position ?» Philippe va aller vers la surenchère la plus forte. Alors, pour le rapprocher encore davantage des Anglais, le 13 octobre, Bedford le nomme lieutenant général du royaume de France pour le compte du roi d'Angleterre. Il y a le roi, il y a le régent lui-même, Bedford, et puis il y a le 3e personnage des Anglais qui s'appellera le français Philippe le Bon, et c'est lui qui sera le lieutenant général de Bedford. C'est déjà pas mal. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce qui va se passer le 13 février. Entre-temps, la trêve avait été renouvelée, la trêve du 28 août
allait jusqu'à Noël. Le roi Charles VII était ravi en se disant jusqu'à Noël on est tranquille. Il espérait bien aussi qu'au-delà de Noël on poursuivra la trêve. C'est d'accord, on va proroger la trêve jusqu'au 16 avril. Ah, nous sommes maintenant à 1430. Hein. Et le 13 février 1430, voilà Bedford qui fait un pas de plus dans la direction de Philippe le Long et qui lui dit « Je vous donne la Brille et la Champagne ». Le roi d'Angleterre se permettait de donner comme ça des territoires français, mais à condition naturellement que vous les conquériez. C'est-à-dire, une fois que nous, les Anglais, nous aurons repris toute la France, eh bien la Brille et la Champagne, ça vous appartiendra à vous personnellement, Philippe le Bon. Intéressant, parce que la Champagne, qui jusqu'à présent ne lui appartenait pas, ça lui permettrait de faire une unité territoriale entre 6 États de Dijon et 6 États de Flandre. Ça ferait quelque chose de continu, une espèce de pseudo-royaume, si vous voulez, de royaume concurrent au royaume de France. Ça l'intéresse, vous savez, il y songe. Et Jeanne, pendant ce temps, eh bien c'est la nuit totale. J'admire ceux qui nous disent aujourd'hui, oh, la petite trajectoire de Jeanne, vous savez, on la suit pas à pas, on sait ce qu'elle a fait. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises qu'on ne savait pas souvent où elle était. Eh bien maintenant, au début de l'année 1430, on ne sait rien. Unique chose, 19 et 20 janvier, elle est à Orléans, là où elle boit ses 52 pintes de vin, pas elle-même, enfin son petit groupe, mais après le 20 janvier, disparition. Zéro pour février. Il n'y a pas un repère chronologique. On ne sait absolument pas où est Jeanne en février 1430. On sait que le 3 mars, du 3 au 28 environ, elle va être à Sully-sur-Loire. Qu'est-ce que c'est que Sully-sur-Loire? C'est pas un château royal, c'est un des châteaux de La Trémoille. Et La Trémoille, c'est son ennemi. Elle est sous les pattes de l'ennemi. Elle est là au château, surveillée, évidemment très bien habillée, bien nourrie, très contente, malheureuse intérieurement, mais entourée de toutes les prévenances. Mais elle est sous la patte de La Trémoille du 3 mars jusque vers le 28 environ. Période navrante pour elle, vous savez. C'est une pauvre petite qui est bien contente, évidemment, d'avoir des facilités, d'avoir son petit trésor de 12 000 livres, d'avoir des possibilités de faire des cadeaux à son père ou à sa famille. Le père s'est encore fait octroyer 60 livres par le roi. Il ne s'oublie pas, le père d'Arc. Hein. 60 livres par le roi au mois de septembre. Peut-être qu'elle envoie des choses à sa mère, jamais elle n'en parle de sa mère. Mais toujours est-il qu'elle n'est même pas là pour ça. Enfin, c'est pas maintenant une dame de cour. Jeanne d'Arc, on la voit avec son jasron, avec son armure, on la voit au combat, mais on ne voit pas, et il faut la voir, parce que c'est comme ça. Une Jeanne mondaine, une femme qui va aux études. Alors tout à coup, à la fin de 2 fois dans le mois de mars, 2 fois Jeanne reparaît. C'est pour 2 lettres aux gens de Reims. Vous vous rappelez déjà que le 5 août, c'était une réponse qu'elle faisait aux gens de Reims qui s'étaient dit « Mais partez pas, enfin ne vous en allez pas, si brusquement Philippe le Bon se tourne contre nous, ou si les Anglais arrivent. » Et vous vous rappelez qu'elle les avait calmés, dire « Moi, personnellement, tant que je vivrai, je vais vous défendre. » C'était la lettre râleuse qu'elle avait faite, la lettre refus d'obéissance. Elle leur avait dit, en tout cas, moi, tant que je vivrai, je viendrai à votre secours. Et bien, cette fois, au mois de mars 1430, elle va écrire coup sur coup 2 lettres aux Rémois, 16 mars, 28 mars. Pourquoi? Parce que les Rémois sont de plus en plus affolés. Ils savent que l'armée a été dissoute, et ils se disent, mais si on est attaqué, soit par les Anglais, soit par les Bourguignons, qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais cité un mot de Quicherat dans son texte de 1850 sur Jeanne, où il disait, il y a une certaine jactance chez elle. Et puis Gerson, dont je vous ai parlé aussi, avait employé le mot de caquet. Elle ne manquait pas de caquet. Et bien c'est vrai que ces lettres qu'elle écrit maintenant aux Rémois montrent un petit côté, comment dirais-je, un petit côté matamore. Enfin, elle était comme ça, Jeanne. Qu'est-ce qu'elle leur dit en effet? Elle dit aux Rémois, vous savez, les ennemis, dès qu'ils sauront que je m'amène à votre secours, dès que la terrible Jeanne sera annoncée à l'horizon, ils chausseront leurs éperons si vite qu'ils ne sauront même pas où les prendre. Bon, passons, elle est convaincue que ça va se produire comme ça. Mais la lettre, la 2e lettre, contient une affirmation absolument aberrante, extraordinaire. Personne ne va confirmer ce qui est écrit dans cette lettre par Jeanne. Elle dit, apprenez que toute la Bretagne est maintenant française et que le duc de Bretagne envoie au roi 1000 combattants payés d'avance pour 2 mois. C'était cher, les mercenaires, et bien le duc de Bretagne, paraît-il, faisait cette énorme dépense. Oui, mais jamais personne ne confirmera la chose. Et nous savons au contraire qu'entre le roi et le duc de Bretagne, ça va mal. Vous vous rappelez que Richemont, quand il s'était présenté au moment de Patay, le roi l'avait envoyé, allez, repartez votre partenaire qu'on ne vous voit plus. Par conséquent, c'est tout à fait faux, cette histoire. Et Jeanne le croit. Alors, si elle le croit, c'est qu'on lui a fait croire. Et j'imagine bien, enfin, je crois deviner, que cette blague, cette craque qu'on lui a racontée, c'est pour la convaincre de partir. Parce qu'on en a assez d'elle, il y a assez longtemps même, qu'on en a par-dessus la tête d'elle à la cour. Perceval de Cagny, qui est un chroniqueur du duc d'Alençon, donc favorable à Jeanne, affirmera de manière la plus catégorique, elle est partie à l'insu du roi et sans prendre congé. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'on voit que son écuyer, qui s'appelle Dolon, que le roi lui avait donné, va l'accompagner.
Parce qu'on voit aussi qu'au moins un de ses frères, peut-être que l'autre est là aussi, mais le frère Pierre l'accompagne aussi. Eh bien, Dolon est un homme prudent. Pierre est un garçon qui tient surtout à être très bien avec le roi. J'ai pas l'impression que ni Dolon ni Pierre ne se risqueraient dans une aventure à l'insu du roi. Alors pourquoi, comment est-elle partie, à mon avis? Voilà, le roi est trop content de la voir partir, trop content de lui voir enfin les talons. Alors elle a dit, je veux partir. Ben, le roi a dit, mais je ne m'y oppose pas du tout. Mais sous votre responsabilité, Jeanne. Moi, je ne suis pas dans le coup, faites ce que vous voulez. Voilà comment elle va partir, Jeanne. Et dans quelles conditions précises? Ben, premièrement, Jeanne se persuade, elle a parfaitement raison, que dès que la trêve, la fameuse trêve du 28 août qui avait été prorogée à Noël, va expirer, c'est-à-dire le 16 avril, elle est complètement convaincue, elle est certaine que Philippe de Bourgogne va rentrer cette fois dans la danse. Les gens de Compiègne, je vous l'ai dit, n'avaient pas voulu céder, n'avaient pas voulu passer au duc de Bourgogne. Au début, il n'avait rien fait, il s'occupait de son mariage. Mais maintenant que les trêves se terminent, Jeanne a la conviction, et la raison, je vous le répète, que Philippe de Bourgogne va attaquer. Peut-être pas lui personnellement, il enverra Jean de Luxembourg, enfin il va attaquer Compiègne. Alors elle se dit, ben, il faut que je me tienne là à portée pour secourir les gens de Compiègne quand Philippe de Bourgogne attaquera. Deuxièmement, c'est elle-même qui va recruter des hommes. Le roi ne lui donne rien. Pas même comme avec la Charité-sur-Loire où il y avait la Trémoille derrière. Cette fois, c'est elle toute seule, elle qui va avoir des mercenaires qu'elle payera. À son procès de roi, elle dira, j'avais environ 10-12 000 francs. C'est pas mal, hein? Et bien, c'est avec cet argent qu'elle va payer les mercenaires. On en trouvait comme on voulait, vous savez, des routiers, on appellerait ça aujourd'hui des affreux. Des gens qui sont capables de se battre n'importe où et pour n'importe quoi, pourvu qu'on les paye. Eh bien, elle trouve 200 Piémontais, qui étaient sous les ordres d'un certain capitaine Beretta, et c'est ces 200 hommes que Jeanne va prendre à son service. Elle sera, pour la première fois, je souligne, c'est très important, elle sera pour la première fois chef de guerre. Vous vous rappelez, quand elle était partie pour Orléans, elle s'était imaginée qu'elle était chef de guerre. Elle l'avait dit aux Anglais dans sa lettre du 22 mars. En fait, elle n'était pas chef de guerre, puisque devant Orléans, elle était soumise à Dunois. Dans la campagne de Loire, elle était soumise à d'Alençon. Dans sa petite campagne de la Charité-sur-Loire, elle était soumise à d'Albret. Cette fois, personne. C'est Jeanne qui va conduire elle-même les opérations. Elle est donc chef de guerre avec sa responsabilité des 200 gars, des 200 Piémontais qui sont là. Une autre idée qu'il faut bien avoir dans l'esprit. Jeanne avait dit, et ça c'est officiel, c'est certain, quoi. Elle avait dit au départ, oh, j'en ai pour 1 an, guère plus. Elle dira que c'est ses voix qui lui avaient affirmé. Tu sais, Jeanne, on te confie une mission, mais ça ne va pas durer longtemps. 1 an, guère plus. Ben nous y sommes, au bout de l'année. Quand est-ce qu'elle a commencé à travailler? En avril 1429. Et nous sommes en avril 1430. Par conséquent, Jeanne, qui avait dû tout le temps garder ça dans le fond de ta tête, se dire, j'en ai pas pour bien longtemps, maintenant elle sait qu'elle n'a plus qu'un tout petit espace devant elle. Elle a sans doute quelques semaines, puisque les voix lui ont dit, ça ne durera pas davantage. Alors ce tout petit espace qui lui reste, au moins faire quelque chose, au moins agir. Et bien la voilà qui part, on ne sait pas exactement la date, mais on sait que c'est au début d'avril 1430. Elle part aventurière, elle part chef de bande et chef de guerre si vous voulez, elle part pour ce tout dernier parcours, et petit, et au bout, la mort.